En janvier 2012, une image apparaît sur un forum anonyme. 3 semaines plus tard, des affiches portant le même symbole sont découvertes simultanément à Paris, Moscou, Séoul, Varsovie et Sydney. Personne n'a jamais identifié qui les a posées, ni comment une opération d'une telle ampleur a pu rester totalement invisible. Le 5 janvier 2012, une image apparaît sur 4chan. Un fond noir, une cigale blanche et quelques lignes de texte. Le message est bref. Nous recherchons des individus dotés d'une intelligence supérieure. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Un message est caché dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera sur le chemin qui permet de nous trouver. Nous avons hâte de rencontrer les quelques-uns qui réussiront. Sur 4chan, ce genre de post n'a rien d'exceptionnel. Des énigmes, des défis, des canulars, le forum en voit passer des dizaines chaque semaine. La plupart meurent dans l'indifférence au bout de quelques heures. Celle-ci aurait dû suivre le même chemin. Mais quelque chose dans la formulation retient l'attention. Le ton n'est pas celui d'un joueur qui cherche à amuser. Il n'y a pas d'humour, pas de provocation, pas de mise en scène. Ce n'est pas non plus une publicité déguisée, ni un recrutement classique. Le texte ne promet rien, il ne menace pas, il constate simplement qu'un test existe et que certains, très peu, seront capables de le passer. Ce détachement, cette froideur presque administrative, ne ressemble à rien de connu sur ce type de forum. Plusieurs utilisateurs décident tout de même de jouer le jeu. Ils extraient les données cachées dans l'image. Et là, quelque chose de concret se produit. L'image contenait effectivement un message dissimulé. Pour le trouver, il fallait maîtriser la stéganographie, une technique qui consiste à cacher des informations dans les données brutes d'un fichier. Jusque-là, rien d'extraordinaire pour les habitués de ce genre de défi. Le message extrait menait à une adresse sur le réseau Tor. Et c'est là que les choses ont commencé à changer de nature. Chaque étape franchie révélait une nouvelle épreuve et chaque épreuve exigeait un domaine de compétences différent. Cryptographie classique d'abord, chiffrement César, Wigner, les bases. Puis cryptographie avancée, celle qui demande des connaissances en mathématiques pures. Ensuite, des références littéraires obscures, des passages de William Blake, des poèmes médiévaux gallois, des textes en latin. Plus haut encore, de la mythologie nordique, des allusions aux runes anciennes et des extraits d'ouvrages occultes du début du XXe siècle, notamment ceux d'Aleister Crowley. Ce qui frappe, ce n'est pas tant la difficulté de chaque énigme prise isolément, c'est leur juxtaposition. Un expert en cryptographie n'a aucune raison de connaître les écrits de Crowley. Un spécialiste de littérature médiévale ne maîtrise pas les protocoles du réseau Tor. Un passionné d'occultisme ne sait pas nécessairement manipuler des données binaires. Ces épreuves ne testent pas une compétence, elles testent un profil qui, en théorie, n'existe pas, ou alors très rarement. Les participants ont rapidement compris qu'aucun d'entre eux ne pouvait avancer seul. Des groupes se sont formés, des forums entiers se sont organisés pour mettre en commun leurs connaissances. Et malgré cela, la majorité a échoué. À ce stade, une question commence à se poser. Qui conçoit un tel parcours? Qui investit ce niveau d'effort, cette diversité de savoir, cette architecture aussi précise pour un simple jeu anonyme sur Internet? Et surtout, dans quel but? Mais le plus troublant n'est pas la difficulté intellectuelle. C'est ce qui s'est passé quand certains ont réussi les premières étapes. Ceux qui ont réussi à franchir les premières couches d'énigmes numériques ont fini par atteindre une étape différente. Le puzzle leur a fourni des coordonnées GPS. Pas une seule localisation, mais plusieurs, réparties sur plusieurs continents. Et le message était clair. Pour continuer, il fallait s'y rendre physiquement. Les participants ont d'abord cru à une impasse ou à une plaisanterie finale. Puis, les premiers rapports ont commencé à arriver. À Varsovie, quelqu'un a trouvé une affiche collée sur un poteau électrique, ornée du même symbole de cigale et d'un QR code. À Paris, même chose. À Seattle, à Sydney, à Séoul, à Moscou. Des affiches identiques, apparues au même moment,
dans des villes situées à des milliers de kilomètres les unes des autres. Il faut s'arrêter un instant sur ce que cela implique concrètement. Nous ne parlons pas d'un fichier qu'on duplique en un clic. Nous parlons d'objets physiques, des affiches imprimées, transportées, collées dans des lieux publics précis, dans des pays aux fuseaux horaires différents, aux législations différentes, aux langues différentes. Coordonner une telle opération exige des ressources, des personnes sur place, une logistique, un financement et surtout une organisation capable de rester totalement anonyme malgré l'ampleur de l'opération. Un groupe d'amateurs passionnés peut concevoir des énigmes brillantes depuis un sous-sol, mais il ne peut pas, du jour au lendemain, déployer des agents à Moscou et à Séoul sans laisser la moindre trace. Ce niveau d'exécution suppose autre chose. Une structure, des moyens, une discipline opérationnelle qui dépasse largement le cadre d'un jeu en ligne. Et pourtant, aucune revendication, aucun logo d'entreprise, aucun indice sur l'origine des fonds ou l'identité des exécutants. Les affiches n'ont jamais été reliées à une organisation connue. Personne n'a été filmé en train de les poser. Personne n'a parlé. C'est à ce moment précis que la nature du phénomène bascule. Tant qu'il restait confiné à l'écran, Cicada pouvait encore être un exercice intellectuel, une curiosité de niche, un défi entre initiés. Mais une fois qu'il entre dans le monde physique, qu'il mobilise des ressources tangibles à l'échelle mondiale, sans jamais révéler leur origine, il devient autre chose. Quelque chose qui échappe aux catégories habituelles. Et là, une question devient inévitable. Non pas qui a fait ça, parce que personne ne le sait, mais plutôt qui peut faire ça. La question de l'identité des créateurs de Cicada a fait l'objet de nombreuses spéculations depuis 2012. Plusieurs hypothèses ont été avancées, chacune s'appuyant sur des éléments concrets. Et pourtant, aucune ne parvient à rendre compte de l'ensemble du phénomène. La première hypothèse, la plus souvent mentionnée, est celle d'une agence de renseignement, la CIA, la NSA ou un équivalent étranger. Sur le papier, cela tient. Ces organisations disposent des ressources nécessaires pour déployer une opération mondiale. Elles ont accès à des experts en cryptographie, en informatique, en langues anciennes. Elles ont l'habitude du secret. Et surtout, elles ont un intérêt évident à recruter des profils atypiques, capables de résoudre des problèmes que les cursus classiques ne préparent pas à affronter. Mais quelque chose ne colle pas. Pourquoi une agence gouvernementale irait-elle recruter sur 4chan, un forum connu pour son anonymat et son hostilité envers toute forme d'autorité? Pourquoi rendre le processus public au risque d'attirer l'attention de journalistes, de chercheurs, d'adversaires? Les services de renseignement disposent de canaux bien plus discrets pour identifier et approcher les talents. Ce mode opératoire, spectaculaire et exposé, ne correspond pas à leurs pratiques habituelles. Deuxième hypothèse, un collectif de hackers, des passionnés d'informatique, brillants, anticonformistes, décidés à créer le défi ultime pour leur pairs. Cette lecture a le mérite de coller à l'univers culturel de 4chan et du réseau Tor. Elle explique aussi la tonalité du projet, ce mélange de jeu intellectuel et de défiance envers les institutions. Mais elle se heurte à un problème évident, les ressources. Un collectif informel, même talentueux, ne dispose pas des moyens logistiques pour coordonner des opérations physiques simultanées sur 5 continents. Imprimer des affiches, les acheminer, les poser au bon endroit, au bon moment, sans se faire repérer, cela demande de l'argent, des relais locaux, une discipline opérationnelle. Ce n'est pas le profil d'un groupe de bénévoles réunis par passion. Troisième hypothèse, une secte technologique. Un mouvement structuré autour d'une idéologie, peut-être transhumaniste, peut-être mystique, cherchant à recruter des adeptes par un processus initiatique. Cette lecture s'appuie sur certains éléments troublants du contenu des énigmes, les références à l'occultisme, les textes de Crowley,
la dimension quasi rituelle du parcours. Mais là encore, quelque chose manque. Les sectes, en général, laissent des traces. Elles ont des leaders identifiables, des structures de pouvoir, des mécanismes d'endoctrinement progressif. Elles cherchent à fidéliser, à isoler, à contrôler. Or, Cicada ne demande rien de tout cela. Pas de cotisation, pas de serment, pas de gourou visible. Le processus ressemble davantage à un filtre qu'à un embrigadement. Ce qui dérange, au fond, ce n'est pas l'absence de réponse, c'est que chaque réponse proposée éclaire une partie du tableau tout en rendant une autre partie incompréhensible. Les moyens évoquent une organisation étatique. Le mode opératoire évoque un collectif underground. Le contenu évoque un mouvement initiatique. Mais aucun acteur connu ne réunit ces trois dimensions à la fois. Et il reste un élément que nous n'avons pas encore abordé, le plus étrange de tous. En 2014, Cicada publie un document d'un genre nouveau. Il ne s'agit plus d'une énigme à résoudre pour passer à l'étape suivante. Il s'agit d'un livre. Ou plutôt de ce qui ressemble à un livre. Plusieurs dizaines de pages, entièrement rédigées en runes, accompagnées d'illustrations énigmatiques. Le titre donné par ses créateurs, Liber Primus, le premier livre. Le texte est chiffré, pas simplement écrit en alphabet runique, mais encodé selon une méthode que personne, à ce jour, n'a réussi à percer entièrement. Des communautés entières de cryptographes amateurs et professionnels s'y sont attelés pendant des années. Certains passages ont fini par céder, et c'est là que le mystère a changé de nature. Les fragments déchiffrés ne contiennent pas d'instructions, pas de coordonnées, pas de nouvelles épreuves, pas de récompenses promises. Ce qu'ils contiennent ressemble davantage à un texte doctrinal, une philosophie. Les thèmes qui reviennent sont étranges. La notion de mort de l'ego, l'idée que notre perception de la réalité serait une construction artificielle, des références à des traditions initiatiques anciennes, des formulations qui évoquent à la fois le mysticisme oriental et certains courants occultes occidentaux. Ce qui trouble, ce n'est pas tant le contenu lui-même, on trouve ce genre d'idées dans beaucoup de textes ésotériques. C'est le contexte dans lequel il apparaît. Pourquoi un groupe, supposément engagé dans un processus de recrutement technique, publierait-il un manifeste philosophique crypté? Si l'objectif est de sélectionner des hackers ou des cryptographes, à quoi sert ce détour par la métaphysique? Et si l'objectif est spirituel, pourquoi passer par des épreuves aussi rigoureusement techniques? Le Liber Primus ne résout rien. Il ajoute une couche supplémentaire d'opacité. Il suggère que Cicada n'est peut-être pas ce qu'on croyait, ni un jeu, ni un recrutement classique, ni même une organisation au sens habituel du terme. Il laisse entrevoir quelque chose de plus diffus, de plus idéologique, dont les contours restent impossibles à cerner. Et puis, il y a ceux qui ont réussi, ceux qui sont allés jusqu'au bout. Certaines personnes ont terminé le parcours, c'est un fait établi. Des participants ont franchi toutes les étapes, résolu toutes les énigmes, atteint ce qui semblait être la fin du processus. On sait qu'ils existent. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Car ces personnes, pour la plupart, ont cessé de parler. Elles ont disparu des forums où elles étaient actives. Elles n'ont pas donné d'interview. Elles n'ont pas écrit de témoignages. Elles n'ont pas monétisé leur expérience, alors même que le mystère Cicada attirait une attention considérable. Ce silence, en soi, est une anomalie. Sur Internet, tout se raconte. Les secrets finissent toujours par fuiter, d'une manière ou d'une autre. Mais là, presque rien. Quelques bribes ont tout de même filtré. Des déclarations rares, toujours elliptiques, toujours frustrantes. L'une d'elles, attribuée à un supposé gagnant interrogé par des journalistes, est devenue célèbre dans les cercles qui suivent l'affaire. À la question de savoir qui se cachait derrière Cicada, il aurait répondu «
Cicada n'est pas un groupe, c'est une idée. Nous sommes ceux qui protègent votre vie privée pendant que vous dormez. La phrase est étrange. Elle ne confirme rien. Elle n'infirme rien non plus. Elle suggère une mission, une fonction, peut-être une idéologie, mais sans jamais la nommer. Et surtout, elle emploie le « nous ». Celui qui parle ne se présente pas comme un ancien participant. Il se présente comme un membre de quelque chose qui continue d'exister. Ce qui dérange, ce n'est pas l'hypothèse d'une organisation secrète. Ce genre de choses existe et n'a rien de particulièrement mystérieux. Ce qui dérange, c'est le vide. L'absence de fuite, l'absence de regret, l'absence de témoignages détaillés. Comme si ceux qui avaient été sélectionnés avaient accepté, sans contrainte apparente, de ne plus jamais en parler. Comme si ce qu'ils avaient trouvé au bout du chemin valait ce silence.